Alors bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir d'être... oui, bonjour, merci. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler d'un sujet, un autre sujet, mais vous allez voir qui est quand même un peu en lien avec les dernières présentations qu'on a vues. C'est le sujet de la douleur. Lorsque je mentionne aux gens que j'étudie, que je suis chercheur dans le domaine de la douleur, ça donne souvent lieu à des discussions très intéressantes. Les gens ont des questions très souvent. Ils ont des anecdotes très intéressantes à me raconter. Et la raison derrière ça est fort simple. C'est que la douleur, c'est une expérience qui est universelle. On va tous, à un moment donné de notre vie, ressentir de la douleur, au moins une fois, souvent pour plusieurs occasions, ressentir de la douleur. Et comme ce pauvre monsieur qu'on peut voir ici, qui s'est fait mal en travaillant, qui s'est collé le pouce avec son marteau, on devine sa douleur sur son visage. Mais la douleur, ça peut aussi arriver dans des situations autres, comme à l'extérieur du travail, lorsqu'on est en vacances, en train de se reposer sur la plage et qu'on profite peut-être un peu trop longtemps des chauds rayons du soleil, comme ce pauvre monsieur-ci. Il va sûrement ressentir un petit peu de douleur pour les prochaines heures, les prochains jours. Je vous dirais même que la douleur, c'est une expérience qui transcende l'être humain. Il y a plusieurs créatures terrestres qui ressentent la douleur, incluant même le roi des animaux, le lion, qu'on peut voir ici, qui a été surpris par un lionceau un peu trop entreprenant, là, qui s'est fait mordre l'arrière-fin par son petit garçon. Là. Alors la douleur, c'est quelque chose qui est très présent. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes tous égaux devant la douleur? On sait qu'on va tous ressentir de la douleur. Est-ce que nous sommes tous égaux devant? Et là, j'ai déjà des réponses dans la salle. Une question qu'on me pose souvent, justement, quand je dis que je fais de la recherche sur la douleur, c'est est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus tolérantes à la douleur, sont plus résistantes à la douleur? Et là, si je vais dans la salle aujourd'hui, quels sont ceux et celles qui pensent que les femmes sont plus tolérantes à la douleur? À main levée. Au risque de me faire quelques ennemis et de déplaire à la gente féminine ici présente, je vais malheureusement vous dire que non, c'est pas vrai, c'est l'inverse, malheureusement. Les femmes sont moins tolérantes, et non seulement sont-elles moins tolérantes à la douleur, mais elles sont plus susceptibles. Les hommes n'accouchent pas. Mais il y a des phénomènes culturels aussi, il faut dire derrière ça aussi. Il y a le fait que culturellement, c'est peut-être un peu moins bien vu pour un homme de dire qu'il a mal, mais il y a des facteurs biologiques aussi qui expliquent ça. Mais ceci étant dit, non seulement les femmes vont souffrir, sont moins tolérantes à la douleur, mais vont davantage souffrir, sont plus souvent victimes de douleur. Une autre question qui est en lien avec le thème directement d'aujourd'hui, est-ce que les gens qui sont plus âgés ont davantage de risques de souffrir de douleur que les personnes un peu plus jeunes? Pour répondre à cette question-là, je vous amène, j'ai déjà des pistes de réponse. Pour répondre à cette question-là, je vous présente ici un tableau qui est tiré d'une étude réalisée par un groupe de chercheurs britanniques à la fin des années 1990. Eux, ils ont répertorié le nombre de personnes qui souffraient de douleur, en fait, selon le nombre de points de localisation où les gens avaient de la douleur. Et ce qu'on peut voir, c'est dans je laisse faire le pointeur, à gauche, on voit la partie avec les femmes, et à droite, la partie avec les hommes. J'ai de la misère avec mes micros. Si je parle comme ça va-tu? Non, avec une voix, OK. On va arrêter de me promener, c'est bon. Et ce qu'on peut voir, si on regarde ici, entre autres, ça représente le nombre de personnes qui souffrent d'au moins de douleur à au moins un site ou plus. On voit que chez les femmes, d'abord dans la catégorie des 16 à 44 ans, il y a 35% des personnes qui rapportaient souffrir de douleur à au moins un endroit de leur corps. Alors que, et ce qu'on peut voir, c'est que cette proportion-là augmente de façon importante avec le vieillissement. Chez les femmes de plus de 75 ans, c'est 63% des personnes qui rapportaient souffrir de douleur. On voit un peu la même tendance se dessiner pour les hommes, mais vous voyez que, grosso modo, les hommes sont un peu moins nombreux à souffrir de douleur que les femmes, un peu comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Et ce qu'on doit retenir derrière ça, c'est qu'on estime, selon les études, environ que la moitié des aînés souffrent de douleurs chroniques. Alors, c'est une problématique qui est très importante. C'est un problème de santé publique auquel il faut s'attaquer. Quelques statistiques encore un peu préoccupantes. Ce qui est préoccupant, en fait, lorsqu'on regarde ça, c'est que non seulement les personnes âgées, non seulement les aînés sont davantage à risque de souffrir de douleurs chroniques, mais elles sont aussi plus à risque de souffrir de douleurs sévères. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par une collègue de l'Université de Montréal et qui a montré que les personnes de plus de 60 ans qui étaient en attente de traitement pour la douleur avaient 2 fois plus de chances de rapporter des douleurs sévères que des personnes plus jeunes.
Alors non seulement les personnes âgées sont plus atteintes par la douleur, mais l'intensité des douleurs est plus importante chez ces personnes. La question qu'on peut se poser suite à ça, en tant que chercheur, on se pose plein de questions, c'est notre métier, on est payé pour faire ça. Pourquoi est-ce que la douleur augmente avec l'âge? Et l'hypothèse qui nous vient spontanément en tête, c'est peut-être celle qui vous est venue, vous, ben, c'est un peu normal. Quand on vieillit, notre corps vieillit, nos os vieillissent, nos tendons, le cartilage s'use. Alors c'est un peu normal d'avoir plus de douleur que les personnes plus jeunes. Je vous dirais, oui, vous avez raison, mais juste en partie. Hein, parce que les changements au niveau du système musculo-squelettique, au niveau des os, des muscles, des tendons, n'expliquent pas tout. Et pour vous le prouver, pour vous convaincre, en tout le moins, je vous montre ici une autre étude qui a été réalisée au début des années 2000. Ici, ce que les chercheurs ont voulu faire, c'est essayer de voir le lien entre les douleurs arthritiques qui étaient rapportées par les gens et les changements qu'on était capable d'observer au niveau des articulations avec des radiographies. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait seulement 47 des patients qui présentaient des signes d'arthrose qui rapportaient de la douleur. Ça veut donc dire que plus de la moitié des gens qui présentent des signes d'arthrose qui ne rapportent pas de douleur. Et tout aussi, pas préoccupant, mais tout aussi étonnant, il y avait seulement 15 des patients qui rapportaient de la douleur qui avaient des signes radiographiques d'arthrose. Alors, comme relation cause à effet, vous conviendrez avec moi qu'on a déjà vu mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais que oui, c'est vrai, le système musculo-squelettique vieillit, nos os vieillissent, le cartilage s'use, mais il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres systèmes qui vieillissent, eux aussi, malheureusement. Et un de ces systèmes-là, c'est le système nerveux. Je fais une petite parenthèse ici pour vous parler de la vision qu'on avait de la douleur jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Dans les années 1960, on avait encore une vision très linéaire de la douleur, et cette vision-là nous est inspirée de René Descartes et de sa théorie de la spécificité. En gros, ce que ça dit, ce qu'on pensait jusque dans les années 1960, c'est que la douleur voyageait de façon linéaire. Hein. Il y avait un récepteur en périphérie qui captait le message de douleur, et puis là, le message de douleur était envoyé comme ça jusqu'au cerveau, et plus la lésion, plus la blessure était grosse, plus le message de douleur qui était relié était important. On réalise aujourd'hui que oui, c'est vrai. C'est vrai que le message de douleur est relayé comme ça jusque vers le cerveau, mais il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas à l'époque. Entre autres, on sait aujourd'hui que le message de douleur, tout le long de son trajet vers le cerveau, va pouvoir être modulé. Il y a des mécanismes qui sont représentés ici par 3 niveaux. En bleu au niveau de la moelle épinière, en vert au niveau du tronc cérébral, qui est une petite partie à la base du cerveau, et au niveau du cerveau lui-même. Alors, il y a différents mécanismes situés à ces étages-là du système nerveux qui vont être capables de moduler la douleur, donc d'augmenter la perception de douleur ou de diminuer la perception de douleur. Et ce genre de mécanisme-là nous permet de comprendre pourquoi des fois une toute petite lésion va créer beaucoup de douleur et pourquoi des fois à l'inverse, une très grosse blessure va occasionner très peu de douleur. C'est parce que le message de douleur va être modulé, augmenté ou diminué à différents endroits du système nerveux. Et on a ici les 2 chercheurs qui sont responsables de cette nouvelle conception-là. À gauche, on a Patrick Wall et à droite, Ronald Melzack, qui sont 2 chercheurs qui, dans les années 1960, se sont rencontrés ici, au Québec, à Montréal, et qui ont élaboré la désormais célèbre théorie du portillon. Alors, c'est ici à Montréal, au Québec, on a fait vraiment une grande percée dans le domaine de la douleur dans les années 1960. La théorie qu'ils ont proposée, vous la voyez ici, c'est un beau petit schéma. Vous en faites pas, je vais vous sortir une version un peu plus simplifiée. Ça, c'est ce qui est sorti dans leur article en 1965. On a une version un peu plus facile ici à comprendre. Ce que la théorie du portillon propose, en fait, c'est que la douleur, qui est représentée ici par les méchants bonhommes à l'extrémité gauche de la figure, va transiger, va monter comme ça, puis atteindre la moelle épinière ici, puis ensuite poursuivre son trajet vers le cerveau. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que les informations non douloureuses qui viennent également vont atteindre la moelle épinière, et là, à ce moment-là, ces informations-là sont capables de bloquer le message de douleur et empêcher le message de douleur d'atteindre les centres supérieurs, d'atteindre le cerveau. Ça va donc bloquer le message de douleur dans la moelle épinière. Et vous avez probablement vous-même déjà expérimenté les principes de la théorie du portillon sans même vous en douter. Par exemple, lorsque vous frappez l'orteil sur le coin d'une table,
votre premier réflexe, souvent, c'est quoi? À part dire quelques gros mots, des fois en se faisant une petite messe intérieure, c'est de prendre notre pied et de frotter notre pied comme ça. Pourquoi? Parce qu'en frottant, on va venir envoyer des informations non douloureuses au niveau de la moelle épinière et on va bloquer le message de douleur dans la moelle épinière, empêcher la douleur d'atteindre les centres supérieurs. Ce qu'on a trouvé, ces systèmes-là de la théorie du portillon, c'est le premier niveau qui est représenté ici. Ce qu'on a trouvé récemment, je dis non, en fait, c'est mon étudiant dans la maîtrise qui est ici, qui est là, qui est dans la salle, on a trouvé que l'efficacité de ces systèmes de freinage-là qui étaient situés au niveau de la moelle épinière était malheureusement moins efficace chez les personnes âgées, chez les aînés, que chez les personnes plus jeunes. Alors ici, on a sur l'axe des grecs l'efficacité analgésique de notre système de freinage situé au niveau de la moelle épinière. Et ce qu'on peut voir, c'est que chez les aînés, ce système-là est encore efficace, fonctionne, mais beaucoup moins que chez les personnes plus jeunes. On a vu le même genre de tendance, le même genre de résultats pour les systèmes de freinage qui sont situés au niveau du tronc cérébral, à la base du cerveau. Ça, on n'est pas les premiers à l'avoir montré. Il y a d'autres chercheurs avant nous qui l'avaient également documenté. Et ce que ça nous dit, ça, donc, c'est que l'efficacité des systèmes de freinage de la douleur, malheureusement, diminue avec l'âge. Et ça pourrait nécessairement expliquer pourquoi on voit la douleur augmenter lorsqu'on vieillit. Maintenant, le genre de projet sur lequel on travaille, on essaie de trouver la question qu'on se pose, comment augmenter l'efficacité des systèmes de freinage de douleur chez les aînés. Une fois qu'on a fait ce constat-là, quoi faire pour augmenter l'efficacité des systèmes de freinage et faire en sorte qu'on voit la douleur diminuer. Mais une des options qu'on étudie présentement au laboratoire, et c'est mon étudiante qui est également dans la salle, Marie-Philippe, qui a un kiosque d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le projet, vous pouvez aller la voir après ma présentation, c'est l'utilisation de la stimulation transcrânienne. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre des électrodes au niveau du crâne des participants et on vient comme ça stimuler certaines régions du cerveau, des régions qui, on l'espère, vont venir réactiver les systèmes de freinage et permettre de diminuer la douleur. Alors ça, c'est une méthode expérimentale qu'on est en train de tester. On espère que ça va donner des résultats intéressants. Sauf que je vous dirais que pour l'instant, avant que ce soit montré efficace et que ce soit rendu disponible en clinique, ça va prendre encore quelques mois, quelques années, mais il y a quand même des options que vous avez. Et je vous dirais qu'une option qui est très peu chère, qui est facile, qui est simple, qui n'a pas d'effet secondaire, qui nous permet d'augmenter l'efficacité de nos systèmes de freinage de douleur. Et vous l'avez deviné, c'est l'exercice. Alors l'exercice, il y a plusieurs chercheurs qui pensent qu'en faisant de l'exercice, on vient augmenter l'efficacité de nos systèmes de freinage de douleur. Alors je m'inscris tout à fait en lien avec ce qui vous a été dit dans les dernières présentations avec la professeure Diane et les autres intervenants qui vous ont dit l'importance de bouger, de rester actif. Et là, c'est pas juste de faire des gros exercices en gymnase comme le professeur Diane, mais juste de marcher, de faire des exercices à une bonne intensité pour une certaine période. On va être capable de repartir ces systèmes de freinage de douleur-là et diminuer la douleur. Alors, en guise de conclusion, je vous laisse sur ces mots-là. Comparativement aux jeunes adultes, les aînés ont des systèmes de freinage de douleur qui sont moins efficaces. Ces changements pourraient expliquer pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de douleur que les personnes plus jeunes. Ceci étant dit, il y a des choses que vous pouvez faire, et une des meilleures choses qui a été montrée efficace pour repartir des systèmes de freinage et diminuer vos chances de souffrir de douleur, bien c'est l'activité physique. Alors, bougez, soyez actifs. Merci.